Le prêtre remarque la présence d'une petite fille à la messe, qui pleure chaque fois qu'elle s'agenouille pour prier. Lorsqu'il finit enfin par s'approcher d'elle, la fillette lui fait une confession secrète sur ce qui se passe chez elle. Le prêtre quitte aussitôt sa soutane, renonce à sa fonction et court, paniqué, jusqu'au commissariat. « Mon commissaire, je dois faire une dénonciation urgente !» crie-t-il, terrifié. C'était une messe de dimanche comme les autres. Les cloches de l'église résonnaient doucement, tandis que les fidèles se rassemblaient en prière. Le son des cantiques se mêlait au crépitement des cierges qui projetaient une lueur dorée sur l'autel. La lumière se reflétait sur les murs de pierre ancienne, créant des ombres dansantes autour des images des saints. Depuis la chaire, le père Maurice parlait d'une voix calme et grave, proclamant les paroles de l'Évangile. Il était là depuis de nombreuses années. Il connaissait chaque visage assis sur les bancs de bois, des plus jeunes aux plus âgés, qui, malgré leurs difficultés, ne manquaient jamais une messe. Pourtant, ce soir-là, quelque chose sortait de l'ordinaire. Parmi les visages familiers, 3 figures inconnues attirèrent son attention. Un couple et une fillette. En les observant discrètement, Maurice ressentit une inquiétude qu'il ne sut expliquer. Le couple gardait une attitude sereine, d'une dévotion apparente. Quant à la fillette, assise entre eux, elle restait silencieuse, immobile, les mains jointes sur ses genoux. Mais il y avait quelque chose dans son regard, ou peut-être dans la façon dont le couple la surveillait, qui serra le cœur du prêtre. Malgré ce sentiment troublant, il chassa l'idée et poursuivit la cérémonie. Les prières suivirent leur cours, les chants s'élevèrent, et la messe prit fin. Les fidèles commencèrent à se disperser, échangeant des salutations, mais Maurice ne quittait pas le trio des yeux. Décidé, il pressa le pas pour les rattraper avant qu'ils ne quittent le temple. Avec un sourire bienveillant et accueillant, le prêtre s'approcha d'eux. « Bonsoir mes enfants. Quelle joie de vous voir ici. Êtes-vous nouveau en ville ou simplement de passage ?» demanda-t-il d'un ton aimable, essayant de montrer son hospitalité. L'homme fut le premier à répondre. Il avait une allure rigide, le visage marqué et un regard attentif qui semblait analyser chaque détail autour de lui. « Nous sommes arrivés aujourd'hui, » répondit Thomas avec un léger sourire. Un sourire qui paraissait plus appris que sincère. La femme à ses côtés ajouta « Nous sommes très croyants, mon père. La première chose que nous avons faite en arrivant a été de chercher une église. Nous voulions assister à la messe avant même de mettre la maison en ordre. » Maurice sourit, satisfait de la dévotion du couple. Mais son regard se posa bientôt sur la fillette, qui gardait les yeux baissés et les doigts étroitement entrelacés. Elle semblait anxieuse, comme si elle craignait d'être réprimandée. « Et qui est cette petite princesse ?» demanda le prêtre, penchant légèrement la tête avec un sourire doux. « C'est votre fille ?» Thomas lança un regard rapide à Brigitte, qui comprit aussitôt sans un mot. Puis il répondit. « C'est comme si c'était le cas, mon père. Voici Camille, notre nièce. Depuis que son père, mon frère, est décédé, nous l'élevons comme notre propre fille. » Brigitte ajouta aussitôt. « Nous prenons soin d'elle avec beaucoup d'amour. Mon beau-frère était un homme de foi, et depuis sa mort, Camille est sous notre responsabilité. Nous aimons cette petite plus que tout. » Ému par ces paroles, le prêtre sourit et murmura. « Je suis heureux de savoir qu'elle vous a des personnes aussi dévouées. Je suis certain que son père est maintenant auprès de Dieu le Père. » Mais avant que le silence de respect ne s'installe, la fillette leva les yeux et dit d'une voix ferme. « Mon père n'est pas au ciel. » La réponse tomba comme une lame. Un lourd silence envahit la petite sacristie. Thomas tourna lentement le visage vers la fillette, le regard tendu et réprobateur. Brigitte se figea, mais Camille ne recula pas. Elle garda la tête droite, sans détourner les yeux. Le prêtre, peu à peu, laissa la compassion de son visage se transformer en une expression plus contenue, presque méfiante.
Il y avait dans les mots de la fillette quelque chose de profondément troublant, comme une vérité cachée. Brigitte, remarquant le malaise du prêtre, s'avança rapidement et posa la main sur l'épaule de la petite. Elle dit cela parce qu'elle se souvient que son père fumait parfois, et elle croit que c'est un péché. Expliqua-t-elle en forçant un sourire et lançant un regard sévère à Camille. La fillette baissa la tête, gênée, serrant les mains sur ses genoux. Maurice remarqua le geste. Ce n'était pas seulement de la timidité. Il y avait de la peur. Une peur silencieuse, étouffée, difficile à dissimuler. La conversation se termina dans une atmosphère pesante. Thomas toussa légèrement, remercia pour la messe et annonça qu'ils devait partir. Brigitte acquiesça d'un signe de tête, tirant la fillette par la main. Le prêtre observa les 3 silhouettes s'éloigner dans la nef centrale, tandis que les cierges vacillaient encore sous le souffle du vent nocturne. Dehors, la brume commençait à descendre sur les rues pavées. Maurice resta immobile sur le seuil de l'église, les regardant disparaître dans la pénombre. Plus il s'éloignait, plus il sentait que quelque chose n'allait pas dans cette famille, quelque chose de profondément mauvais. Quelques minutes plus tard, le couple et la fillette arrivèrent chez eux. La maison était modeste, mais bien tenue. Brigitte posa son sac sur la table du salon et laissa échapper un soupir d'impatience. « Écoute, je suis fatiguée, mais il faut qu'on s'en occupe tout de suite. Tu lui parles pendant que je prépare le dîner, et fais bien les choses. Tu m'as comprise ?» Thomas ne répondit pas tout de suite. Il se contenta d'un signe de tête, le regard lourd, une expression mêlant tristesse et résignation. Il se tourna vers Camille et lui fit signe de s'asseoir sur le canapé. Il s'assit à côté d'elle, gardant une voix calme et posée. « Tu sais que je veux ton bien, n'est-ce pas, Camille ?» dit-il d'un ton qui se voulait affectueux. Le ton semblait doux, mais ses yeux trahissaient autre chose. Camille le remarqua. Elle hocha la tête avec fermeté et répliqua. « La seule famille que j'ai, c'est mon père. Lui seul. » Depuis la cuisine, Brigitte entendit le ton de la fillette. Le bruit des couverts cessa. Elle s'essuya les mains sur son tablier et marcha jusqu'au salon. Ses pas résonnèrent sur le plancher de bois jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant le canapé. Elle croisa les bras et fixa la fillette d'un regard froid et tranchant. « Écoute-moi bien, Camille. Que ça te plaise ou non, nous sommes ta famille. Tu ferais mieux de t'y habituer parce que c'est ainsi que les choses vont se passer et il n'y a rien que tu puisses faire. » Camille leva lentement la tête. Son regard, ferme et défiant, croisa celui de la femme. Sa voix tremblait, mais portait une colère contenue. « Tu n'as pas mon sang. Tu n'es rien pour moi. » Furieuse, Brigitte serra le bras de la fillette avec une telle force que sa peau en devint rouge. Son regard était glacé et sa voix, basse et menaçante. « Monte dans ta chambre. Ce soir, tu ne dîneras pas. Et tu n'en sortiras que lorsque tu auras appris à nous respecter. » Camille, effrayée, tenta de se dégager, mais la poigne ne fit que se resserrer. Avant de la laisser monter l'escalier, Brigitte lança un dernier avertissement, encore plus tranchant. « Aujourd'hui, tu as failli faire une grosse bêtise à l'église en parlant de ton père. Si quelqu'un se doutait de la vérité, tu sais très bien ce qui pourrait arriver. Alors, réfléchis bien avant d'ouvrir la bouche, compris ? » La fillette ne répondit pas. Elle détourna simplement le regard, retenant ses larmes. Elle monta l'escalier en silence, les marches grinçant sous ses petits pieds. Dès qu'elle disparut dans sa chambre, Brigitte poussa un soupir impatient et se tourna vers Thomas, encore submergé par la colère. « Pourquoi, diable, tu ne t'es toujours pas débarrassé de cette gamine misérable, hein ?» demanda-t-elle, les bras croisés, pleine d'indignation. Thomas passe les mains sur son visage, épuisé. Le ton de sa femme le rongeait. « Je t'ai déjà dit plus d'une fois que je ne pouvais pas me débarrasser de mon frère. C'est au-dessus de mes forces. Et pour Camille, on a besoin d'elle pour mettre la main sur la fortune. Tu le sais très bien.
Il prit une profonde inspiration pour garder son calme. Tôt ou tard, elle finira par comprendre que c'est sa nouvelle réalité. En attendant, il faut qu'elle s'y fasse. Et ta façon de faire n'aide pas. Brigitte détourna lentement le visage, vexée. Son regard se rétrécit. Ma façon de faire? Cette gamine a failli tout gâcher aujourd'hui. Tu as vu le regard de ce prêtre sur nous? Elle gesticulait avec rage, allant et venant dans la pièce. Elle a déjà semé la méfiance dans ce nouveau village et justement dans l'esprit d'une des personnes les plus respectées de la ville. Thomas fit quelques pas en arrière, passa les mains dans ses cheveux et inspira profondément. Je sais, mais ce n'est pas le problème maintenant. Tenta-t-il de la calmer. Ce n'est pas comme s'il avait plus que des soupçons. Les enfants disent souvent des choses étranges. Ce qui compte, Brigitte, ce n'est pas qui soupçonne, c'est qui peut le prouver. Et ça, personne ne peut le faire aussi facilement. Elle le regarda pendant quelques secondes. Son visage, d'abord marqué par la colère, laissa place à un sourire moqueur. Tu dis ça avec une telle assurance, mais ton frère respire encore, et sa fille est toujours là, à pourrir notre vie. Je ne suis pas née pour m'occuper d'une gamine capricieuse, Thomas. Je n'ai aucune patience pour ça. Se retournant brusquement, Brigitte marcha vers la cuisine, le bruit de ses talons résonnant sur le plancher de bois. Pendant ce temps, à l'étage, Camille s'était recroquevillée sur le lit. La petite serrait contre elle un vieux portrait où elle apparaissait aux côtés de son père souriant. Les bords de la photo étaient déjà usés, mais c'était le seul objet qui la reliait encore à lui. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues et sa voix s'échappa dans un murmure tremblant. Comme j'aimerais que tout soit comme avant, sans mon oncle ni cette femme cruelle qui me traîne partout, essayant de convaincre tout le monde qu'ils sont de bonnes personnes. La chambre était sombre, éclairée seulement par la lueur pâle de la lune qui passait à travers la fenêtre. Le vent faisait lentement bouger le rideau, et chaque ombre projetée sur les murs semblait agrandir la peur de la fillette. Quelques minutes passèrent, et la fatigue commença à l'emporter. Camille était sur le point de s'endormir lorsqu'elle entendit des pas lourds approcher dans le couloir. Le bruit s'arrêta devant la porte, qui grinça en s'ouvrant. À sa surprise, Thomas entra, tenant une petite assiette avec un sandwich et un verre de jus. La lumière du couloir projetait son ombre longue sur le sol. Il s'approcha lentement. Camille le regarda avec méfiance. « Je ne sais pas pourquoi tu apportes ça, mais je ne veux rien qui vienne de toi, ni de cette femme. » dit-elle, en détournant le regard. Thomas resta calme et posa l'assiette sur la table de chevet. « Tu dois manger, petite, » dit-il d'une voix basse, essayant d'être bienveillant. La fillette détourna la tête, le fixant d'un regard froid et plein de défi. « Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? » Il soupira et s'assit au bord du lit, passant une main dans ses cheveux. Il resta silencieux quelques secondes, comme s'il cherchait les bons mots. « Je sais que je ne suis pas une bonne personne, Camille, mais je tiens vraiment à toi. Et il y a des choses bien plus grandes que tes sentiments en jeu. » Elle rit, d'un rire amer et ironique. « Tu veux dire la richesse de mon père? C'est de ça que tu parles? De la seule chose qui compte pour toi? » Thomas resta figé. Pendant un instant, il sembla avoir perdu la voix. Il baissa les yeux, frustré, et répondit seulement. « On peut passer un accord. Si tu te comportes bien, je te promets de te dire quelque chose que tu veux vraiment savoir. » Camille haussa les sourcils, intriguée mais toujours méfiante. « Il n'y a rien que je veuille de toi, ni de cette femme. Tout ce que je veux, c'est mon père. » dit-elle d'une voix ferme, bien qu'elle tremblât légèrement. Thomas la regarda avec un mélange de tristesse et de détermination. Il se pencha un peu plus en avant, les coudes appuyés sur les genoux. « Justement, et si je te parlais de ton père?
La fillette resta silencieuse quelques secondes. Son cœur s'accéléra. Depuis le début, elle savait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'histoire de la mort de son père, quelque chose que personne ne lui avait jamais vraiment expliqué. Et maintenant, cette ouverture dans les paroles de son oncle fit naître une lueur d'espoir. Elle prit une profonde inspiration et répondit, essayant de masquer son intérêt. Très bien. On peut passer cet accord. Mais je veux plus qu'entendre parler de mon père. Je sais qu'il est vivant. Son regard se durcit. Je veux que tu me laisses le voir. Si tu fais ça, je promets d'aider dans tout ce que tu es en train de faire. Thomas la fixa en silence. Pendant un instant, son regard sembla vaciller, comme si cette fillette venait de dire quelque chose qui l'avait réellement touché. Mais il ne répondit pas. Il resta là, immobile, observant son visage, tandis qu'un souffle de vent fit tomber la photo du lit. Le cliché se retourna, révélant le père souriant, comme s'il assistait à la scène, silencieux. L'homme hésita un instant. Il savait parfaitement le risque qu'il prenait en laissant la fillette voir son père, mais il comprenait aussi qu'il devait la contrôler d'une manière ou d'une autre. Sans un atout en main, il serait presque impossible de la faire obéir. Pourtant, cette idée le rongeait de l'intérieur. Une immense culpabilité le poursuivait depuis le jour où il avait trahi son propre frère et détruit la vie de sa nièce. Une partie de lui voyait dans cette conversation une chance de se racheter, une manière d'expier ses fautes, sans pour autant renoncer au plan qu'il avait mis en marche. Il inspire profondément et enfin dit « Très bien. À partir de maintenant, tu agiras selon nos règles. Sinon, tu ne le verras plus jamais. » Camille acquiesça lentement. Au fond d'elle, son cœur battait à tout rompre, mais elle garda le visage impassible, cachant son angoisse sous un regard déterminé. Thomas fit alors un signe pour qu'elle le suive. Ils descendirent ensemble les escaliers, le bruit de leurs pas résonnant dans le couloir silencieux jusqu'à une porte en fer, renforcée, qui menait à la cave. À peine arrivée, une voix stridente brisa le silence. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ?» Brigitte apparut soudain, le visage rouge et les yeux écarquillés. « Tu sais très bien qu'il est interdit de laisser cette gamine entrer là-dedans. » Thomas resta calme, bien que ses traits fussent tendus. « Je sais très bien ce que je fais, Brigitte. On a besoin qu'elle coopère. Je ne fais qu'un échange équitable. » répondit-il en insérant la clé dans la serrure. La femme s'approcha vivement et lui agrippa le bras avec force. « Un échange équitable ? Si tu savais ce que tu fais, cette porte n'existerait même pas. Dis-moi tout de suite, quel genre d'accord tu as passé avec cette petite peste ?» demanda-t-elle, la voix montant d'un ton à chaque mot. Thomas inspira profondément, las de toutes ces disputes. « Je vais la laisser voir son père. En échange, elle se tiendra tranquille et suivra nos ordres. Si elle refuse, elle ne le reverra plus jamais. Elle ne saura même pas s'il est encore en vie. » L'homme tourna alors les yeux vers Camille, attendant le moindre signe de rébellion. Mais la fillette resta silencieuse, immobile. Ses yeux étaient haussés fixes, attentifs. Elle savait qu'elle devait jouer leur jeu. La moindre résistance pourrait lui coûter cher. Thomas regarda de nouveau Brigitte. « Tu vois, elle est déjà bien plus obéissante qu'avant. Comme je te l'ai dit, ta manière de faire ne servait à rien. J'ai trouvé la bonne approche. » Ils se fixèrent pendant quelques secondes. Brigitte semblait hésiter, cherchant à comprendre si tout cela faisait sens ou si son mari avait perdu la tête. Thomas, lui, tentait de masquer son anxiété. Le moindre signe d'hésitation, et elle stopperait tout. Finalement, Brigitte lança un regard venimeux à la fillette, relâcha le bras de son mari et murmura entre ses dents. « J'espère que tu sais ce que tu fais. » Thomas déverrouilla la lourde porte de fer qui grinça en s'ouvrant.
L'odeur humide de la cave s'échappa aussitôt. Avant qu'il ne dise quoi que ce soit, Brigitte avança d'un pas sec, attrapa Camille par le bras et la poussa violemment à l'intérieur, refermant la porte derrière elle dans un fracas métallique. La fillette trébucha en avant. L'obscurité était presque totale. Une petite lampe faiblarde clignotait dans un coin, révélant un espace étroit, étouffant et moite. Ce fut alors qu'elle le vit. Dans un coin de la pièce, enchaîné à un lit simple, se trouvait Fabrice. Quand les yeux de l'homme croisèrent ceux de la fillette, tout sembla s'arrêter. Son visage s'illumina d'un mélange de stupeur et de soulagement. Des larmes jaillirent aussitôt. « Camille, ma fille, » murmura-t-il d'une voix brisée. La fillette courut vers lui et le serra de toutes ses forces. Les chaînes tintèrent en heurtant le métal. Père et fille restèrent ainsi quelques instants, silencieux, pleurant simplement, essayant de compenser dans cette étreinte tous les jours qui leur avaient été volés. Mais que se passait-il réellement dans cette famille? La vérité, c'est que Fabrice n'était pas un homme ordinaire. C'était un puissant homme d'affaires, milliardaire, propriétaire d'une multinationale florissante, présente dans plusieurs pays. Sa vie tournait autour de deux grandes passions: l'empire qu'il avait bâti de ses propres mains et la fille qu'il élevait seule depuis la mort de son épouse, une tragédie survenue peu après la naissance de Camille. Il avait toujours été un père présent, aimant et dévoué. Il tenait à participer à chaque détail de la vie de sa fille, des devoirs d'école aux promenades du week-end. Aucun rendez-vous, aucune réunion n'était plus importante que de la voir sourire. Mais tandis qu'il vivait pour le travail et pour l'amour de sa fille, son jeune frère, Thomas, se consumait de jalousie. Thomas travaillait lui aussi dans l'entreprise, mais il n'acceptait pas le succès de son frère. Malgré une vie confortable et respectée, l'ambition le rongeait lentement. Et tout empira lorsqu'il rencontra Brigitte, une femme aussi avide de pouvoir que lui. Ce fut elle qui l'empoisonna avec des idées dangereuses. « Tu devrais être le vrai propriétaire de cet empire, Thomas. Ton frère ne mérite rien de tout ça. » répétait-elle sans cesse. Avec le temps, ces mots devinrent une obsession. Ensemble, ils commencèrent à planifier la chute de Fabrice. Et leur plan fut cruel. Lors d'une sortie en rafting, l'une des activités préférées de Fabrice, le couple monta un faux accident. L'idée était simple et diabolique: simuler la chute du milliardaire dans les eaux violentes de la rivière et le faire disparaître, emportant avec lui toute sa fortune et le secret de sa mort. Mais au dernier moment, Thomas hésita. L'amour fraternel, bien que déformé par l'envie, existait encore. Il ne put aller jusqu'au bout. Au lieu de le tuer, il décida de le garder prisonnier. Retenu en captivité, Fabrice fut déclaré mort. Les médias couvrirent l'affaire comme une tragédie. Les journaux publièrent sa photo et le monde entier pleura la disparition tragique du magnate. Quelques jours plus tard, le testament fut lu. Et ce fut à ce moment-là que la véritable fureur de Brigitte et Thomas éclata. Le document léguait 100% des biens à Camille. Pas un centime pour le frère. La nouvelle tomba comme une bombe. Thomas resta muet pendant de longues minutes, tandis que Brigitte, folle de rage, lançait des objets à travers la pièce en hurlant « Ce salaud a tout laissé à cette gamine. » Sans autre issue, le couple décida de passer à l'étape suivante, obtenir la garde de la fillette, afin de contrôler tout le patrimoine. Grâce à de faux documents, à leurs relations et à un tissu de mensonges bien ficelé, ils réussirent à convaincre les autorités qu'ils étaient la meilleure option pour s'occuper de l'enfant. Ils obtinrent ce qu'ils voulaient, le pouvoir sur le nom et les biens de Camille. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la fillette, malgré son jeune âge, comprenait bien plus qu'elle ne le laissait paraître. Depuis le début, Camille sentait que quelque chose clochait. Les histoires changeaient constamment.
Les réponses ne coïncidaient jamais. Et au fond d'elle, une certitude grandissait chaque jour. Son père était vivant. Sous des menaces constantes, Camille était réduite au silence. Chacun de ses gestes, chacune de ses paroles était surveillée. Maintenant, vivant dans une nouvelle ville, loin de toute personne susceptible de découvrir la vérité, le couple s'efforçait de maintenir l'apparence d'une famille parfaite. Dans le voisinage, il représentait l'image de l'harmonie. Sourires forcés, messes dominicales, dîners paisibles. Mais derrière les rideaux de cette maison, un lourd secret les liait tous trois par des chaînes invisibles de peur et de culpabilité. Dans la cave, l'air était étouffant. Fabrice, toujours enchaîné au lit simple, gardait sa fille dans une étreinte serrée, comme s'il voulait la protéger du monde. Les larmes dans ses yeux brillaient sous la faible lumière filtrant à travers les fentes de la haute fenêtre. D'une voix rauque, presque un murmure, il demanda « On te traite bien, ma fille? Il te donne tout ce dont tu as besoin ?» Camille acquiesça lentement, essayant de dissimuler le tremblement de sa voix. « J'ai tout ce que je veux, papa, sauf l'essentiel. Je ne t'ai pas, toi. » Les paroles de la fillette traversèrent le cœur de l'homme comme une lame. Il inspira profondément, tentant de retenir ses larmes. Il lui passa la main sur le visage, avec tendresse, et murmura « Je vais arranger ça, mon amour. Promets-moi juste une chose. Sois sage, d'accord? Ne provoque pas tes oncles, surtout Brigitte. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. » La fillette hocha la tête en silence, mais la peur dans ses yeux trahissait le poids de cette promesse. Alors Fabrice leva les yeux vers la porte de la cave. De l'autre côté, Thomas restait immobile, observant en silence. La voix du milliardaire résonna, ferme malgré la fatigue. « Tu n'as pas besoin de faire ça, Thomas. Si c'est de l'argent que tu veux, je te le donne. Je te donnerai tout ce que tu veux. Laisse-nous juste vivre libre. Laisse-moi partir avec ma fille. » Thomas ferma les yeux un instant. Cela le toucha d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Pendant un bref instant, une lueur d'humanité traversa son visage. Il faillit répondre. Mais ensuite, son regard se vida à nouveau. Sa voix devint froide, mécanique. « Ça ne sert plus à rien, Fabrice. Nous avons dépassé le point de non-retour. » Le silence qui suivit parut éternel. Camille regarda son oncle, les yeux embués. Sa voix était douce, mais pleine de douleur. « S'il te plaît, oncle Thomas, ne fais pas ça. Papa ne t'a jamais fait de mal. Je sais que vous avez un brin de bonté en vous. Laisse-moi vivre en paix avec lui, s'il te plaît. » L'homme détourna le regard, incapable de la regarder en face. Pendant une seconde, il pensa ouvrir la porte, les libérer, en finir avec tout cela. Mais les souvenirs revinrent. Des années de jalousie, des comparaisons, des humiliations voilées, la sensation constante d'être à l'ombre de son frère. Il se rappela Brigitte, ses promesses, ses paroles douces qu'il avait empoisonnées d'ambition. Et tout cela prit le dessus. Il inspira profondément et répondit d'une voix basse mais assurée. « Pardon, fille. Parfois, pour obtenir ce que l'on veut, il faut faire des choses que l'on regrettera après. Une vie sans remords est la vie de ceux qui ne se sont jamais donné la peine de chercher le meilleur pour eux-mêmes. Et moi, je ne veux pas être une de ces personnes. Je ne veux pas être comme ton père. » Camille baissa la tête. Les larmes commencèrent à couler, l'une après l'autre, silencieusement. Elle n'en fit pas un cri, ne supplia pas. Elle pleura simplement, le visage contracté, les mains tremblantes. Les larmes descendaient sur ses joues, comme un flot sans fin. Fabrice la regardait, impuissant, sentant le désespoir monter dans sa gorge. Il inspire profondément, essayant de rassembler ses forces. « Tu vois, Thomas? Voilà le regard de ta nièce maintenant. Ce n'est pas quelqu'un qui admire ce que tu as fait. Ce n'est pas quelqu'un qui est fier de toi. C'est quelqu'un
qui a honte. Honte d'avoir un oncle comme toi. Les mots pesèrent dans l'air. Thomas baissa les yeux et fixa le sol de béton. Intérieurement, il sentit quelque chose se briser, mais il ne laissa rien paraître. Il avait grandi en entendant des discours selon lesquels travailler dur et être honnête était la voie juste, que le véritable succès venait avec la dignité. Mais pour lui, tout cela avait toujours sonné comme une plaisanterie. L'orgueil ne paie pas les factures, Se répétait-il en pensée. Et maintenant, face à son frère enchaîné, cette phrase résonnait dans son esprit comme une malédiction. Brigitte, qui était restée silencieuse près de l'escalier, fit un pas en avant. Son sourire était glacial, presque méprisant, Nous ne prendrons aucun risque. dit-elle en regardant fixement Fabrice. Ses yeux brillaient d'une cruauté froide. Puis elle dirigea son venin vers la fillette. Et toi, ma chère, tu ferais mieux de bien te tenir à partir de maintenant. Sinon, Sa voix devint plus basse, tranchante. je pourrais faire en sorte que ton papa retrouve ta maman plus tôt que tu ne l'imagines. Camille écarquilla les yeux. La menace fut comme un coup de poignard. Fabrice réagit aussitôt, furieux. « Tu es un monstre !» Hurla-t-il en essayant de se dégager de ses chaînes. Le bruit du métal résonna dans toute la cave. Mais Brigitte se contenta de rire, froide. Crie tant que tu veux, personne ne viendra t'entendre. Répondit-elle en croisant les bras, imperturbable. L'homme regarda son frère, le visage marqué par la douleur et la déception. Comment as-tu pu, Thomas? Comment as-tu pu épouser une femme aussi cruelle? En quoi es-tu devenu, mon frère? Thomas resta immobile. Son regard demeura fixé au sol, évitant celui de son frère. Il savait que Fabrice avait raison. Il savait que tout cela était mal. Mais il était trop tard. Son ambition l'avait complètement aveuglé. L'amour qu'il éprouvait pour Brigitte, mêlé à son besoin de pouvoir, l'avait rendu prisonnier de ses propres choix. Le silence reprit le dessus dans la cave. Seul le bruit du vent, frappant la petite fenêtre, venait troubler l'air. Sans patience pour davantage de discussions, Thomas fit un pas en avant et attrapa le bras de sa nièce avec force. Camille tenta de résister, mais il ne céda pas. « Allons-y, ça suffit pour aujourd'hui. » dit-il d'une voix tendue. Fabrice cria, désespéré. « Ne la touche pas! Laisse ma fille! » Mais c'était déjà trop tard. Thomas la tira dans le couloir et Brigitte, impassible, les suivit de près. Avant de sortir, Thomas fit tourner la lourde clé dans la serrure, enfermant de nouveau son frère dans cet espace sombre. Le bruit métallique du cadenas résonna dans la cave comme un verdict final. Fabrice tomba à genoux près du lit, respirant difficilement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, la sueur dégoulinant sur son front. Il fixa la porte fermée et murmura d'une voix brisée. « un jour, tout cela prendra fin. Et quand ce jour viendra, je te regarderai dans les yeux, Thomas, et je verrai si tu crois encore que tout cela en valait la peine. » Entraînant la fillette jusqu'à sa chambre, Thomas gardait un visage ferme, mais sa voix, froide, sonnait presque paternelle. « Peut-être que tu ne comprends pas maintenant, petite, mais un jour, quand tu seras adulte, quand le poids de la vie et de tes réussites commencera à t'écraser, quand la pression d'être la meilleure, de tout réussir, te hantera chaque nuit, alors tu te souviendras de ce que j'ai fait. Et tu comprendras. Même ton père comprend ça. Il est juste trop têtu pour l'admettre. » Les mots résonnèrent dans le couloir. Camille, toujours retenue par le bras, respirait vite, essayant de se libérer. Puis, d'un mouvement brusque, elle réussit à se dégager. Elle s'arrêta, inspira profondément et le fixa avec courage. « Non, je ne comprendrai pas. Et papa non plus ne comprend pas. Je vais bien me tenir, oui. Mais sache une chose, rien de ce que vous faites n'est juste, mon oncle.
Et je suis sûre qu'un jour, tout cela prendra fin. Et vous regretterez ce que vous avez fait à mon père. » La fermeté dans la voix de la fillette laissa Thomas silencieux pendant quelques secondes. Son regard, à la fois innocent et décidé, le fit hésiter. Pendant un instant, il voulut dire quelque chose, mais se retint. Il détourna simplement les yeux et poussa un long soupir. Camille tourna alors la tête et se dirigea seule vers sa chambre. Brigitte, qui observait la scène au milieu du couloir, fit quelques pas comme pour la suivre. Mais Thomas lui saisit la main avant qu'elle n'agisse. « Pas besoin d'autres histoires pour aujourd'hui, » dit-il, épuisé. « On a déjà fait ce qu'il fallait. On l'a convaincu de faire ce qu'on veut. Laisse-la dormir. » Brigitte le fixa un moment, le visage encore crispé de colère, puis finit par acquiescer. « Comme tu voudras, » répondit-elle avec dédain avant de se tourner vers l'escalier. La maison plongea dans le silence. Dehors, le vent frappait les fenêtres, faisant bouger lentement les rideaux. Le lendemain matin, l'atmosphère était encore plus lourde. Le café refroidissait sur la table et seuls les bruits des couverts rompaient le silence entre le couple et la fillette. Camille gardait les yeux fixés sur son assiette, sans dire un mot. Ce fut Brigitte qui brisa le silence, d'une voix glaciale et tranchante. « Si tu te tiens bien, tu pourras voir ton père une fois par jour. » dit-elle en remuant son café, sans quitter la fillette des yeux. « Mais si tu fais la moindre bêtise, tu ne le reverras jamais. » Camille ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, en silence, les yeux embués de larmes. Les jours commencèrent à s'étirer. À l'intérieur de cette maison, le temps semblait s'être arrêté. Thomas et Brigitte tentaient de s'habituer à leur nouvelle routine, celle d'une famille vivant dans l'apparence. En public, Camille souriait. Elle saluait les voisins, appelait le couple « chers oncles » et faisait semblant que tout allait bien. L'image parfaite de la famille heureuse. Mais à l'intérieur, le silence régnait. Elle restait à l'écart, presque invisible. Elle évitait leurs regards et passait le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour mériter ces précieuses minutes passées auprès de son père. Dans les rares moments où elle parvenait à descendre à la cave, le cœur de la fillette battait à tout rompre. Et là, en bas, lorsqu'ils étaient seuls, elle murmurait, la voix tremblante de tristesse. « Papa, je ne supporte plus de te voir comme ça. On ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas prendre de risques, mais il n'y a vraiment aucun moyen de sortir d'ici, de fuir cet enfer ?» Fabrice la regardait, le visage marqué, les mains tremblantes. Il voulait répondre avec optimisme, lui dire que tout finirait bien. Il voulait promettre une évasion, un nouveau départ, un avenir loin d'ici. Mais il ne pouvait pas mentir. La réalité l'écrasait. Il inspira profondément, les chaînes cliquetant autour de lui. Sa voix sortit faible, fatiguée. « J'aimerais te dire qu'on va bientôt s'enfuir, ma fille. J'aimerais te promettre que ce cauchemar va finir, que ton oncle va changer, que le bien triomphe toujours. Mais... » Il s'interrompit, avalant difficilement. « Aussi fort que j'essaie d'y croire, je ne vois aucune issue. » Camille baissa la tête et ses yeux se remplirent de larmes. « Ce qui me fait le plus mal, poursuivit Fabrice, ce n'est pas qu'on ait essayé de me tuer, c'est de savoir que c'est mon propre frère. Être trahi par quelqu'un de ta famille, c'est plus douloureux que n'importe quel coup de couteau, n'importe quelle balle, n'importe quelle trahison d'un ennemi. Et le pire, c'est de voir qu'il semble même regretter, mais qu'il n'a pas le courage d'arrêter. C'est comme si, dans sa tête, il savait que ce qu'il fait est mal, mais que cette femme le garde aveugle. » Un silence lourd tomba. Camille essuya ses larmes et serra la main de son père. Lui, même affaibli, lui rendit cette étreinte avec douceur. «
Ma fille, murmura-t-il, forçant un sourire. je ne veux pas te donner de faux espoirs, mais peut-être qu'il y a un moyen. Elle leva les yeux, le cœur battant à tout rompre, Un moyen? chuchota-t-elle. Oui, Répondit-il hésitant. mais ce n'est pas quelque chose qui arrivera du jour au lendemain. Je n'ai pas de solution miracle, ni de promesse impossible. Cela prendra du temps, beaucoup de temps. Mais un jour, je te le promets, ma fille, on quittera cette maison ensemble, et on vivra en paix, de nouveau. La fillette inspira profondément. Ces mots, même fragiles, suffirent à rallumer une petite flamme d'espoir dans son cœur. Elle savait que ce ne serait pas facile. Elle comprenait ce que son père voulait dire. La situation était plus complexe que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et, bien que la peur de le perdre la rongeait, il existait quelque chose d'encore plus dangereux, la surveillance constante. Brigitte, méfiante de tout, avait engagé 2 hommes pour surveiller la fillette. Ils se faisaient passer pour des gardes du corps de la maison, toujours en costume, posture rigide, regard attentif. Mais Camille savait qu'ils étaient là pour une autre raison, s'assurer qu'elle ne demande jamais de l'aide à personne. Il la suivait partout, à l'école, dans la rue, même lors des sorties au marché avec Brigitte. Elle n'avait aucun moment de répit. Le seul endroit où elle ressentait un semblant de liberté, c'était dans sa propre chambre, et surtout à l'église. Thomas assistait à la messe chaque semaine. Il s'asseyait sur les premiers bancs, le visage grave et le regard perdu, essayant d'apaiser la culpabilité qui le rongeait. Brigitte, en revanche, n'y allait que pour sauver les apparences. Elle voulait que tout le monde croie qu'ils formaient une famille parfaite, pieuse, exemplaire. Mais Camille était différente. Elle y allait tous les jours. Dans cet endroit silencieux et sacré, agenouillée devant l'autel, la fillette trouvait le seul lieu où elle pouvait être elle-même. Les mains jointes, les yeux fermés, elle priait à voix basse, avec foi et désespoir. Cher Père du ciel, aide mon Père de la terre. Il est très triste, enfermé dans cette petite pièce sombre. Je sais que tu peux tout. Alors, s'il te plaît, aide-moi à le libérer. Je ferai n'importe quoi pour retrouver mon papa. Les bougies vacillaient devant elle, projetant des ombres qui semblaient danser au rythme de ses prières. Le vent, entrant par les vieilles fenêtres, faisait résonner dans le temple un murmure solennel. Le père Maurice, toujours attentif à ses fidèles, ne manquait jamais de remarquer cette fillette. Depuis la première fois où il avait vu la famille, quelque chose en lui s'était agité. Le couple affichait sans cesse des sourires forcés, des gestes exagérément aimables. Mais la fillette, elle, retenait toute son attention. Il y avait trop de tristesse dans ses yeux pour une enfant de son âge. Chaque jour, le cœur du prêtre battait plus fort. La dévotion de l'enfant semblait cacher quelque chose de profond, de douloureux. Et, instinctivement, il sentait qu'un drame terrible se jouait loin des regards de la ville. Un après-midi, comme tant d'autres, le prêtre la trouva de nouveau, agenouillée, seule, dans un coin isolé de l'église. La lumière du crépuscule passait à travers les vitraux, colorant le sol de reflets dorés et rouges. Il s'approcha doucement, veillant à ne pas l'effrayer. « Puis-je me joindre à toi dans la prière, ma fille ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque paternelle. Camille leva les yeux et hocha légèrement la tête, l'y autorisant. Ils restèrent ainsi quelques minutes, en silence. Seul le son lointain de la cloche de la tour rompait l'air. Après un moment, le prêtre, poussé par la curiosité et un sentiment qu'il ne s'expliquait pas lui-même, demanda à voix basse : « Tu pries pour ton père, n'est-ce pas ?» La fillette, perdue dans ses pensées, répondit machinalement, sans se rendre compte de ce qu'elle disait. « Oui. Je prie pour que mon père aille bien, pour qu'il sorte de cette prison. » Le cœur du prêtre s'emballa. Pendant un instant,
il crut avoir mal entendu. Mais le ton sincère de l'enfant ne laissait aucun doute. « Comment ça, Camille ?» demanda-t-il, le visage tendu. « De quoi parles-tu, ma fille ?» Ce ne fut qu'alors que la fillette réalisa ce qu'elle venait de dire. Son corps se figea. Ses yeux s'écarquillèrent et elle détourna rapidement la tête, tentant de dissimuler son trouble. « Ne vous inquiétez pas, mon père. Je n'ai rien dit d'important. Je me suis juste trompée dans mes mots. Ça arrive parfois, surtout quand je suis triste. Il ne se passe rien dont vous deviez vous soucier. » répondit-elle en forçant un sourire qui ne trompait personne. Maurice la regarda en silence. Ses années d'expérience à écouter les douleurs humaines lui soufflaient que cet enfant mentait. Il inclina la tête, joignit les mains et parla d'un ton ferme mais affectueux. « Camille, je me souviens très bien de ce que tu as dit la première fois que nous nous sommes rencontrés. Tu avais dit que ton père n'était pas au ciel. Tu sais que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas ?» La fillette garda le silence. Elle fixa le sol, hésitante. On aurait dit qu'elle livrait une bataille intérieure. Puis, après quelques secondes, elle releva le visage et répondit avec un calme surprenant. « Je peux tout raconter, mon père, mais à une condition. » Maurice fronça les sourcils, intrigué. « Et quelle serait cette condition, ma fille ?» Camille esquissa un léger sourire, un sourire malin, de ceux de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. « Je vous dirai tout, mais seulement si c'est en confession. Comme ça, vous serez obligé de garder le secret. » Le prêtre sentit un frisson parcourir son corps. Cette proposition portait un poids qu'il connaissait bien. Le secret de la confession était sacré. Pourtant, il comprit aussitôt les raisons derrière cette demande. D'une voix ferme, il répondit « Si c'est ce qu'il te faut, j'accepte ta condition. » Il se leva, lui fit signe de le suivre et la conduisit jusqu'au confessionnal. Le petit espace de bois était silencieux. La lumière y était faible. De l'autre côté de la grille, on entendait la respiration tremblante de la fillette. « Tu peux parler, ma fille. Dieu t'écoute. » dit le prêtre, tentant de garder sa sérénité. Camille ferma les yeux et commença à parler. Sa voix tremblait, mais chaque mot portait une force surprenante pour une enfant si jeune. « Mes oncles, ils ont fait quelque chose d'horrible, mon père. Ils ont dit que mon père était mort, mais ce n'est pas vrai. Ils ont menti à tout le monde. Ils ont simulé un faux accident juste pour prendre tout ce qui lui appartenait. L'argent, l'entreprise, tout. Et le pire, c'est que mon père est vivant. Il est enfermé dans la cave de notre maison. » Les mots tombèrent comme des coups. Le prêtre resta figé, le cœur battant à toute allure. « Mon Dieu !» murmura-t-il, sans même s'en rendre compte. Camille poursuivit, les larmes coulant sur ses joues. « Ils m'obligent à me taire. Ils disent que si j'en parle à quelqu'un, je ne le reverrai jamais. J'ai essayé d'être sage, mon père, mais je n'en peux plus. J'ai besoin que Dieu m'aide. » Un instant, le silence envahit le confessionnal. Le prêtre sentait son sang battre dans ses tempes, son cœur hors de rythme. Ses mains tremblaient. « C'est terrible! Un crime! Nous devons aider ton père !» s'exclama-t-il, indigné. Mais Camille réagit aussitôt, prise de panique. « Non! Vous l'avez promis, c'est la confession. Vous ne pouvez en parler à personne. S'il vous plaît, mon père, ne faites rien. Il le découvrirait, et s'il le découvrait, il tuerait mon père. » Le prêtre recula, sentant le poids de son devoir religieux lui écraser la poitrine. « Oui, tu as raison. » répondit-il d'une voix faible. Il savait qu'il était prisonnier de sa promesse. Le secret de la confession était inviolable, mais sa conscience le déchirait. À cet instant précis, des pas résonnèrent dans le couloir de l'église. L'un des gardes de Brigitte apparut à la porte, le regard dur.
Camille, c'est l'heure. Ta tante t'attend. La fillette se leva rapidement. Avant de sortir, elle regarda le prêtre un court instant. Un regard qui implorait de l'aide, mais aussi le silence. Puis, sous la surveillance du garde, elle quitta le temple. Le prêtre resta immobile, le cœur lourd. Il savait que ce qu'il venait d'entendre changeait tout. Il savait que s'il agissait, il trahirait un serment sacré. Mais s'il gardait le silence, 2 vies resteraient en danger. Pendant plusieurs nuits, Maurice ne put trouver le sommeil. Il passait des heures devant l'autel, priant en silence, cherchant une réponse. « Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse ?» murmurait-il, épuisé, les mains sur la poitrine. Les jours suivants furent un véritable tourment, jusqu'à ce qu'une nuit, agenouillé devant la croix, mu par le besoin d'agir, il décida qu'il commencerait à enquêter en secret. Avec la même prudence qu'il employait face au péché humain, il chercha discrètement des informations sur les 2 hommes qui accompagnaient toujours Camille, les prétendus gardes du corps. Et ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. En consultant les dossiers de la police, il trouva leur casier judiciaire. Les 2 hommes avaient un passé violent, marqué par des enlèvements, de l'extorsion et même des meurtres. Ce n'étaient pas des gardes, mais des criminels dangereux, issus du milieu. À cet instant, Maurice comprit la gravité de la situation dans laquelle la fillette et son père se trouvaient. Le danger était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Et, avec cela, une décision irrévocable mûrit dans son cœur. Le visage ferme, le prêtre retira sa soutane, la pliant soigneusement de ses propres mains. Il resta un moment à la contempler sur la table, comme s'il faisait ses adieux à une partie de lui-même. Puis, il enfila des vêtements simples, inspira profondément et sortit en direction du commissariat. Le chemin jusqu'à là-bas lui parut plus long que jamais. La ville, enveloppée de brouillard, reflétait le poids de la décision qu'il s'apprêtait à prendre. À son arrivée, il trouva le commissaire Arnaud, un vieil ami de la paroisse, un homme de confiance avec qui il partageait des souvenirs depuis leur jeunesse. Quand le commissaire le vit, il comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Le visage du prêtre était pâle, les yeux cernés, les mains légèrement tremblantes. « Père Maurice, cela fait longtemps. Mais que se passe-t-il? Vous semblez bouleversé. » Le prêtre déglutit et répondit d'une voix tremblante. « J'ai besoin de te parler, seul. C'est urgent. » Le commissaire acquiesça sans hésiter. Il le conduisit dans son bureau et ferma la porte. Dès qu'ils furent seuls, le silence sembla s'alourdir. Maurice inspira profondément, passe la main sur son front moite et dit « Je dois rompre le secret de la confession. 2 innocents dont un enfant sont en grand danger si je garde le silence. J'ai peur que le pire n'arrive. » Arnaud le regarda, surpris. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, mais le respect et l'amitié qu'il portait au prêtre prirent le dessus. Il se pencha en avant et répondit d'une voix basse, mais ferme. « Compte sur moi, Maurice. Fais ce que tu dois faire. Ouedosas. » Maurice hocha la tête, tentant de garder son calme. Ses mains tremblaient encore. « Il y a quelques jours, un couple est venu à mon église avec une petite fille. Elle était calme, belle, douce. Mais quelque chose chez eux ne semblait pas juste. » Il s'interrompit un instant, revivant les images qui le hantaient. « Tu sais, quand tu regardes quelqu'un et que tu sens tout au fond qu'un malheur est sur le point d'arriver, que si tu ne fais rien, tu t'en voudras toute ta vie, c'est exactement ce que j'ai ressenti. » Le commissaire acquiesça, pensif. « Eh bien, mon père, je suis dans ce métier depuis longtemps. Si je disais que je n'ai jamais ressenti ça, il serait peut-être temps de prendre ma retraite. On apprend à sentir quand quelque chose ne tourne pas rond. C'est comme un instinct. » Maurice esquissa un léger sourire fatigué, mais retrouva vite son sérieux. « Mon vieil ami, je suis prêtre depuis si longtemps que je ne me souviens même plus du jour où j'ai commencé.
Je porte cette soutane depuis tant d'années qu'elle fait partie de moi. J'ai passé ma vie à servir Dieu, à conseiller les gens, à croire que le bien finit toujours par triompher. Mais quand cette famille est entrée dans l'Église, tout ce en quoi je croyais a commencé à vaciller. Le commissaire l'écoutait en silence, attentif à chaque mot. J'ai senti que je devais décider. C'était comme si le destin lui-même me mettait à l'épreuve, me demandant si j'étais vraiment prêt à agir au nom de la foi. Et maintenant, la confirmation que mon intuition était juste vient de se présenter devant moi. Arnaud fronça les sourcils. Vous êtes d'habitude quelqu'un de direct, mon père. Alors, si vous prenez autant de détours, c'est que ce que vous allez dire est probablement la chose la plus grave qui soit arrivée. Peut-être dans votre vie et dans la mienne aussi. Maurice prit une profonde inspiration. Je ne sais pas si c'est la plus importante de ta vie, mais c'est sûrement la plus importante de la mienne. Il se redressa sur sa chaise, la voix tremblante d'émotion. Tu as sûrement entendu parler de la famille qui s'est récemment installée ici. L'homme s'appelle Thomas. Il vit avec sa femme et sa nièce, Camille. Cette petite fille vient tous les jours à mon église. Elle prie toujours avec un regard si triste, comme si elle portait tout le poids du monde. Oui, il me semble avoir entendu parler d'eux. Répondit le commissaire. Très bien. Continua le prêtre. Après avoir observé la fillette pendant si longtemps, j'ai décidé de lui parler. Je lui ai demandé s'il se passait quelque chose dans sa vie, et c'est alors qu'elle m'a dit une chose qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit qu'elle priait pour que son père soit libéré de la prison où il se trouve. Le commissaire se redressa sur sa chaise, le visage maintenant tendu. Vous avez dit que l'homme s'appelle Thomas, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, il est parent d'un grand homme d'affaires. Un millionnaire qui a disparu il y a quelques mois, non? Maurice acquiesça lentement, le regard grave. C'est bien ça, mon ami. Ce millionnaire, c'est le père de la fillette. Il marqua une pause, le poids des mots rendant l'air presque irrespirable. Au début, j'ai cru qu'elle s'était trompée, qu'elle parlait du ciel. Mais la façon dont elle l'a dit, les mots qu'elle a choisis, la manière dont elle a pleuré, ne laissait aucun doute. Elle ne parlait pas de la mort. Elle parlait d'une vraie prison. Alors, je l'ai convaincue de me raconter ce qui s'était passé. Arnaud croisa les bras, le regard fixé sur le prêtre. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Le prêtre inspira profondément et répondit d'une voix ferme. Elle a dit que son père est encore en vie, que toute cette histoire de disparition est une mise en scène. L'accident de rafting a été simulé. L'homme a été enlevé, après avoir survécu. Arnaud resta silencieux pendant de longues secondes. L'horloge murale semblait résonner plus fort que jamais. Il passa la main sur son menton, tentant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre, puis finit par demander. « Maurice, tu n'es pas en train de me dire ce que je pense, si ?» Le père Maurice prit une profonde inspiration. Le poids du secret qu'il portait lui devenait insupportable. Il savait qu'il ne pouvait plus se taire. La vérité devait être dite, même si cela devait lui coûter tout. D'une voix tremblante, mais chargée de conviction, il regarda le commissaire Arnaud et déclara « Fabrice est vivant, et il est retenu prisonnier par sa propre famille. » Le commissaire écarquilla les yeux, choqué par la gravité de la révélation. « C'est insensé !» s'exclama-t-il en se levant brusquement de sa chaise. « Je vais ouvrir une enquête immédiatement. Si ce que vous dites est vrai, on ne peut pas perdre une minute de plus. » Maurice hocha simplement la tête, la gorge nouée. Le soulagement se mêlait à la culpabilité. Il venait de rompre le secret de la confession, quelque chose de sacré, d'inviolable. En quittant le commissariat, le prêtre marcha lentement dans les rues désertes. La lune éclairait le pavé, et le vent froid frappait son visage. Son cœur était lourd, mais en lui naissait une paix nouvelle, étrange, presque divine. De retour à la paroisse, il entra dans sa chambre silencieuse.
Cet espace simple, où tant de fois il avait cherché des réponses dans la prière, allait devenir le théâtre de son adieu. Il s'assit à son bureau, prit une feuille de papier et commença à écrire une lettre. Il savait que la décision qu'il avait prise aurait de lourdes conséquences. Il pourrait être suspendu de ses fonctions, voire excommunié. Mais au fond de lui, il y avait la certitude d'avoir fait ce qui était juste. Lorsqu'il eut terminé, il lut à voix basse ce qu'il venait d'écrire. « Révérendissime Monseigneur, je vous adresse cette lettre pour vous annoncer une décision qui m'a été extrêmement difficile à prendre et qui m'a conduit à une profonde réflexion, non seulement sur mes devoirs en tant qu'homme de Dieu et serviteur de la Sainte Église, mais aussi sur mes devoirs en tant qu'être humain. J'ai été témoin, ces derniers jours, de situations que je ne peux plus ignorer, des événements qui vont à l'encontre de tout ce que l'Église enseigne sur le pardon et le repentir. Je ressens que mon devoir envers une enfant qui souffre face à un destin cruel est plus grand que mon devoir envers la soutane. Je crois que j'ai été placé sur le chemin de cette fillette pour l'aider. Et à travers elle, j'ai reçu une épreuve. Une épreuve pour découvrir quelle est ma véritable priorité. Non pas comme prêtre, mais comme fils de Dieu. C'est avec une profonde tristesse que je dépose ici ma démission de mes fonctions sacerdotales. Je vous demande votre compréhension et vos prières. Signé Père Maurice. En posant la plume sur la table, le prêtre sentit une paix profonde, presque céleste. Il ferma les yeux et murmura en prière. « Pardonne-moi, Seigneur, j'ai seulement fait ce qui était juste. » Pendant ce temps, au commissariat, le commissaire avait déjà lancé l'enquête. Des policiers en civil commencèrent à surveiller discrètement les faits et gestes de Thomas et Brigitte, recueillant des informations et observant leurs déplacements. Aucun des deux ne se doutait que le filet se resserrait. Mais le destin, comme toujours, avait ses propres plans. Une nuit silencieuse, Brigitte descendit l'escalier et entendit un bruit venant de la cave. Une voix d'enfant. Elle s'approcha lentement, l'oreille contre la porte. C'était Camille. Elle pleurait. « Pardon, papa. » sanglotait-elle. « J'ai brisé la promesse. Je n'aurais pas dû faire ça. » De l'autre côté, enchaîné au lit, Fabrice se redressa, surpris. « Quelle promesse, ma fille? Qu'as-tu fait? » Camille essuya ses larmes avec ses petites mains et répondit d'une voix tremblante. « La promesse que j'ai faite à tonton Thomas et à tante Brigitte. J'avais dit que je ne parlerais jamais de toi et qu'en échange, si je restais tranquille, je pourrais te voir chaque jour. Mais je l'ai dit, papa. Je l'ai dit aux prêtres. Maintenant, ils vont le découvrir et je ne te reverrai plus jamais. Je n'aurais pas dû faire ça. » Un instant, Fabrice resta silencieux, sentant son cœur s'accélérer. Un mélange de crainte et d'espoir l'envahit. Si le prêtre savait réellement toute la vérité, alors peut-être il y avait une chance de libération. Il prit le visage de sa fille entre ses mains avec tendresse et dit « Écoute, Camille, tu n'as rien fait de mal, ma fille. Ceux qui ont tort, ce sont ton oncle et cette femme. Ils n'auraient jamais dû m'enfermer ici, et encore moins se servir de toi pour s'emparer de ce qui nous appartient. » La fillette renifla, les yeux embués. « Alors, je n'ai rien fait de mal ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Fabrice esquissa un léger sourire et la serra fort dans ses bras. « Non, mon amour. Au contraire, peut-être que tu viens juste de nous sauver. » L'étreinte fut longue, silencieuse, emplie d'amour et de peur. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'il n'était pas seul. Derrière la porte, Brigitte écoutait tout. Son visage se tordait de rage à mesure que les mots de la fillette se déroulaient. Quand elle comprit que Camille avait tout révélé au prêtre, sa fureur devint
incontrôlable. Elle remonta précipitamment les escaliers, ses talons claquant sur le parquet, et entra dans le salon où se trouvait son mari. « La gamine a tout dit au prêtre. » crée-t-elle, les yeux étincelants de haine. « Il faut faire quelque chose avec ton frère maintenant, ou tout va s'effondrer. » Thomas se leva brusquement, blême. Le calme habituel avait disparu de son visage. « Quoi? Comment ça? » demanda-t-il paniqué. « Tu en es sûr? Comment le sais-tu? » Brigitte faisait les 100 pas, nerveuse, les mains tremblantes. « Je l'ai entendu de mes propres oreilles, Thomas. La fille était dans la cave, en train de parler avec son père. Elle a dit qu'elle avait rompu la promesse qu'elle nous avait faite. Et dis-moi, le seul endroit où elle va seule, c'est cette maudite église. C'est forcément au prêtre qu'elle a tout raconté. » L'homme devint livide. La sueur coulait sur son front. Il savait que le prêtre n'avait jamais eu confiance en eux depuis le premier jour. Depuis cette première messe, Maurice les regardait comme s'il voyait au travers des apparences. « Ce prêtre, » murmura Thomas, s'asseyant, le regard perdu. « Il a toujours su. Depuis le début, je sentais qu'il se méfiait de nous. » Brigitte s'approcha et lui agrippa le bras avec force. « Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein ? On reste là à attendre qu'il appelle la police. » Thomas passa les mains sur son visage, tentant de réfléchir. Pour la première fois, il avait perdu le contrôle. Le désespoir le rongeait. Si le prêtre a vraiment parlé à quelqu'un, c'est fini. La police va débarquer d'une minute à l'autre. Brigitte s'avança encore, le regard sombre. Alors, il faut agir avant. Thomas faisait les 100 pas, le visage pâle, le cœur battant à tout rompre. La révélation de Brigitte l'avait plongé dans la panique. La pression montait, et il savait qu'il devait prendre une décision. Il s'arrêta net, la fixa et dit d'une voix tendue, cherchant à paraître rationnel: « Je vais arranger tout ça. On va partir, s'installer ailleurs et mettre mon frère dans un endroit plus sûr. Et cette fois, plus question que Camille le voie, jamais. On peut même la garder enfermée ici s'il le faut. » Mais au lieu d'acquiescer, Brigitte éclata de rire. Un rire long, nerveux, presque hystérique, pas de joie, mais d'incrédulité pure. Elle secoua la tête, incrédule. « Tu es sérieux, Thomas ? Après tout ce qui s'est passé, après que la gamine a tout révélé, tu as encore peur de faire ce que tu aurais dû faire depuis le début ? » Elle souffla, les yeux brillants de colère. « Je n'en peux plus de vivre dans cette tension, avec la peur qu'il s'enfuit ou qu'il parle. Tu sais quoi ? Mets-y fin. Finis-en avec lui. Tuons ton frère et ensuite, on s'occupera de la fille aussi. Elle regrettera d'avoir ouvert la bouche. » Thomas resta silencieux, abasourdi par les paroles de sa femme. Il savait qu'elle pouvait être cruelle, mais jamais il n'avait imaginé qu'elle irait si loin. « Écoute, je ne peux pas, » murmura-t-il en se passant les mains sur le visage. « Je t'aime, Brigitte, mais c'est mon frère. Peu importe combien je veux cet héritage, le tuer, c'est une limite que je ne peux pas franchir. Ça ne vaut pas la peine d'avoir tout ça si je dois le tuer pour l'obtenir. » La femme le regarda avec mépris. Elle secoua lentement la tête, la voix chargée de sarcasme. « Lâche. Tu es un lâche, Thomas, » dit-elle en croisant les bras. « Très bien. On va faire à ta manière, alors. Puisque tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout, je ne veux plus de cette gamine ici. On se débrouille avec ton frère. On le force à nous transférer de l'argent. Et on disparaît d'ici. Si tu n'as pas le courage de te débarrasser d'eux, alors autant tout abandonner. » Elle tourna les talons et quitta la pièce, ses talons résonnant lourdement dans le couloir. Thomas resta immobile, le regard perdu dans le vide, envahi par le remords. Dans la chambre, Brigitte ouvrit le tiroir de la commode et sortit une petite boîte en métal fermée par un cadenas. Elle prit une clé dans sa poche, déverrouilla le couvercle et souleva l'objet avec précaution. À l'intérieur, enveloppé dans un morceau de tissu,
se trouvait une arme. Elle la saisit fermement, observant le reflet métallique du pistolet sous la lumière jaune de la lampe de chevet. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. « Apparemment, je me suis trompée de frère. » murmura-t-elle à voix basse. Maintenant, je comprends pourquoi Thomas n'a jamais eu ce que Fabrice avait. Parce que c'est un lâche. Et je ne vais pas risquer ma peau avec un homme pareil. Je vais m'en charger moi-même. D'abord, il forcera son frère à transférer l'argent sur notre compte. Et dès que l'argent sera entre mes mains, je me débarrasserai des deux. Pendant que Brigitte nourrissait ses sombres projets, Thomas descendait les escaliers, chaque marche plus lourde que la précédente. La peur et la culpabilité l'étouffaient. Arrivé à la cave, il déverrouilla lentement la porte et entra. L'air était froid, humide et sentait la rouille. Fabrice et Camille, assis dans un coin, se recroquevillèrent en le voyant. Le silence tomba aussitôt. Camille évita de regarder son oncle, gardant les yeux baissés, mais Fabrice leva la tête, fixant le regard de l'homme qui l'avait trahi. Dans ses yeux, il n'y avait plus de haine, seulement de la lassitude et de la tristesse. Thomas déglutit et commença à parler. « On part ce soir, » dit-il d'une voix basse. « On a découvert que ta fille a parlé au prêtre de ce qui se passe ici. » Le cœur de Camille s'emballa. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Fabrice, lui, resta figé un instant, cherchant à comprendre ce que cela signifiait. Le désespoir le frappa comme un coup de poing. « Où comptes-tu nous emmener » demanda-t-il, la voix brisée. Thomas hésita. Il resta silencieux quelques secondes, réfléchissant à ce qu'il s'apprêtait à faire. Puis il répondit enfin, sans les regarder. « Seul toi viendras, mon frère. Camille restera ici. Je sais que tu as un coffre avec des bijoux et de l'argent caché. Ce n'est pas toute ta fortune, mais c'est assez pour nous permettre de disparaître. Si tu promets de me dire où il se trouve et comment l'ouvrir, je te jure que je laisserai ta fille tranquille. On ne la cherchera plus jamais. Elle vivra avec ce qu'il lui restera, avec l'héritage que tu lui as laissé. » Le silence qui suivit fut déchirant. Fabrice inspira profondément, sentant sa poitrine se serrer. Il regarda sa fille et vit le désespoir peint sur son visage. Camille pleurait, les larmes coulant sans fin. « N'accepte pas ça, papa. » criait-elle en serrant son bras avec force. « C'est mal. Tu ne peux pas accepter. Si tu fais ça, on ne se reverra plus jamais. À quoi sert l'argent si je ne peux plus te voir ?» Fabrice ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes. Cela le détruisait de l'intérieur. Il voulait serrer sa fille contre lui et lui promettre que tout irait bien. Mais il savait que rien n'irait bien. Le temps sembla s'arrêter. Il regarda son frère et, un instant, revit le garçon avec qui il avait grandi, avec qui il avait partagé ses rêves et ses jeux d'enfant. Comment en étaient-ils arrivés là? D'une voix tremblante, il répondit doucement. « D'accord, j'accepte ton marché. Je te dirai où se trouve le coffre et comment l'ouvrir. Mais en échange, tu laisseras ma fille tranquille. » Camille ouvrit grand les yeux, désespérée. « Non! Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça !» supplia-t-elle. Mais son père se contenta de lui caresser tendrement le visage. « Calme-toi, mon amour. Tout ira bien, je te le promets. » mentit-il, la voix tremblante. Camille n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Son visage était trempé de larmes et sa respiration saccadée. Son père avait réellement accepté la proposition de son oncle. La fillette secouait la tête, désespérée, incapable de comprendre pourquoi. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, Thomas s'approcha et la saisit fermement par le bras. « Viens, Camille, » dit-il sans la regarder. De l'autre main, il ouvrit la porte de la cave et, avant de partir, se tourna vers son frère. « Écoute, Fabrice, j'aurais voulu que notre vie soit différente. J'aurais voulu que nous soyons de bons frères, mais c'est impossible. Peut-être qu'un jour, ça aurait été possible,
Mais maintenant, non. Je te promets que Camille sera en sécurité. » Sa voix se brisa sur les dernières paroles. Puis, sans se retourner, il sortit en traînant la fillette dans les couloirs sombres de la maison. Camille tenta de résister, mais le désespoir la rendait impuissante. Thomas la tira jusqu'au salon et l'attacha à une chaise. Elle sanglotait, essayant de se libérer, appelant son père, en vain. Pendant ce temps, dehors, les gyrophares s'approchaient rapidement. La police, munie d'un mandat de perquisition, fit irruption dans la maison. Le bruit des portes forcées résonna dans toutes les pièces. Les agents fouillèrent chaque recoin et finirent par trouver la fillette attachée, seule et terrorisée. L'un d'eux accourut, défit les cordes et lui demanda d'une voix calme. « Où sont tes oncles, ma petite ?» Camille leva les yeux vers lui, pleurant sans répit. « Ils sont partis. Ils ont emmené mon père. Ils vont lui faire du mal. » Créait-elle, désespérée. Les policiers échangèrent un regard, comprenant la gravité de la situation. Pendant ce temps, la fillette ignorait que, dehors, quelqu'un observait déjà la scène de loin. Le père Maurice, incapable de rester inactif, avait décidé de se rendre à la maison de Camille. Trop inquiet pour attendre des nouvelles, il avait pris la voiture de la paroisse et s'était garé à quelques mètres de la résidence. Il resta là, observant, priant à voix basse, attendant l'arrivée du commissaire et des policiers. Et c'est alors qu'il vit le couple sortir précipitamment, d'un air suspect, en emmenant quelqu'un dans la voiture. Le cœur du prêtre s'emballa. « Mon Dieu, c'est lui, c'est son père !» murmura-t-il. Sans réfléchir, il démarra et se mit à les suivre sur la route, gardant ses distances. Tout en conduisant, il prévint le commissaire Arnaud, par téléphone, de ce qu'il voyait et lui indiqua la position exacte des criminels. Quelques minutes plus tard, les policiers qui avaient retrouvé Camille la placèrent dans l'une des voitures et le convoi prit la même route en direction de l'interception. L'atmosphère était tendue. Le vent soulevait la poussière sur l'asphalte et le hurlement des sirènes déchirait le silence de la nuit. Quand la voiture de Thomas et Brigitte fut enfin encerclée, tout se déroula très vite. Thomas, épuisé et nerveux, leva les mains et se rendit sans résistance. « D'accord, assez, je me rends !» cria-t-il en jetant les clés au sol. Les policiers le menottèrent et Fabrice, visiblement affaibli, inspira profondément pour la première fois depuis des mois. Mais le soulagement fut de courte durée. Brigitte, paniquée, se réfugia derrière la voiture, refusant de se rendre. Les agents hurlèrent des ordres, armes pointées. « Lâchez votre arme, madame. Ne faites pas de folie. » Mais elle n'écoutait pas. Son regard était déformé par la rage pure. Camille, qui se trouvait dans l'une des voitures de police, aperçut son père de l'autre côté et, sans comprendre le danger, ouvrit la portière et courut vers lui. « Papa !» cria-t-elle au milieu du chaos. À ce moment-là, Brigitte sortit de derrière la voiture et l'attrapa brutalement par le bras. « Tout ça, c'est ta faute, petite immonde !» hurla-t-elle en plaçant l'arme contre la tête de l'enfant. La scène devint un véritable chaos. Les policiers criaient, tentant de négocier. « Relâchez la petite, il n'est pas nécessaire de terminer comme ça !» implorait le commissaire, l'arme braquée. Mais Brigitte restait inébranlable. Son regard débordait de haine, sa respiration haletait, son doigt tremblait sur la gâchette. C'est alors que, à quelques mètres de là, le père Maurice, qui observait la scène depuis la voiture de la paroisse, vit tout se dérouler sous ses yeux. Son instinct prit le dessus sur toute prudence. Il ouvrit la portière de la voiture et se mit à courir, utilisant les buissons au bord de la route comme couverture. Son cœur battait à tout rompre, et la seule chose dans son esprit était la fillette, la promesse qu'il lui avait faite, à elle et à Dieu. Il s'approcha lentement, dissimulé entre les arbres, jusqu'à ce que, dans un moment d'inattention de Brigitte, il surgisse soudainement.
Lâche-la » criait-il en avançant. La femme se retourna, surprise, et à cet instant, le prêtre tira Camille en arrière, se plaçant entre elle et l'arme. Brigitte, paniquée et furieuse, appuya sur la détente. Le bruit du coup de feu résonna le long de la route. La balle effleura l'épaule du prêtre. Il tomba en arrière, gémissant de douleur, mais resta conscient. Le sang coulait lentement, tachant le tissu clair de sa chemise. Les policiers profitèrent de l'instant et se précipitèrent vers la criminelle. En quelques secondes, Brigitte fut maîtrisée, menottée et conduite au fourgon, hurlant et se débattant encore. La haine sur son visage était la même qu'avant, mais maintenant, mêlée au désespoir de la défaite. Camille, tremblante, se libéra et courut vers le prêtre. Elle s'agenouilla à ses côtés, lui prenant la main. Mon père, s'il vous plaît, tenez bon. » supplia-t-elle en larmes. Maurice la regarda, respirant avec difficulté, et esquissa un faible sourire. « Tout va bien, ma fille. Tout va bien maintenant. » Les secours arrivèrent rapidement. Après l'avoir examiné, ils confirmèrent que la blessure n'était pas profonde et qu'il allait s'en sortir. Alors qu'on le plaçait dans l'ambulance, Camille le serra dans ses bras. « Merci. Maintenant que Brigitte et Thomas sont arrêtés et que mon papa récupère tout ce qui lui appartenait, nous allons pouvoir commencer une nouvelle vie. » dit-elle, sanglotant de soulagement. Le prêtre lui caressa doucement les cheveux et répondit avec un sourire paisible. « Et toi, tu auras enfin l'enfance que tu mérites. » Quelques jours plus tard, la poussière de la tragédie commença à retomber. Fabrice, encore affaibli, retrouva sa liberté et reprit sa vie auprès de sa fille. Il lui promit une enfance paisible, remplie d'amour, loin de toute ombre du passé. Mais pour le père Maurice, l'histoire n'était pas encore terminée. Lorsqu'il fut complètement rétabli, il se prépara à quitter la paroisse. Il devait honorer sa décision, renoncer à la prêtrise pour avoir brisé le secret de la confession. En silence, il rangea ses affaires, remit sa chambre en ordre et se dirigea vers l'église pour faire ses adieux. Cependant, en arrivant, il fut surpris. Le temple était plein. Des fidèles de tous âges remplissaient les bancs. Des journalistes, des caméras, des curieux, tous voulaient avoir le prêtre héros, l'homme qui avait risqué sa vie pour sauver une enfant. Les journaux titraient depuis plusieurs jours « Un prêtre rompe le silence sacré pour sauver une fillette ». Courage, foi et humanité. Le prêtre qui a tout défié pour protéger une enfant. Partout, le nom de Maurice était devenu synonyme de foi et de courage. Toute la communauté le voyait désormais non seulement comme un prêtre, mais comme un symbole d'amour et de justice. Le jour de son départ, l'église débordait d'émotions. Les gens pleuraient, agitèrent les mains et le suppliaient de rester. Parmi les fidèles, une voix se fit entendre. « Père Maurice, vous avez suivi le véritable chemin de Dieu en sauvant cet enfant. Restez avec nous, mon père. » Cette voix venait de l'évêque du diocèse. Ému, Maurice regarda autour de lui. Il vit des visages familiers, des sourires sincères, des larmes de gratitude. Au premier rang, Camille et Fabrice le regardaient, les yeux pleins d'espoir. Le prêtre inspira profondément, sentant son cœur se réchauffer. Il s'agenouilla un instant, ferma les yeux, et lorsqu'il se releva, leva la main dans un geste de paix. « Si telle est la volonté de Dieu, » dit-il avec un sourire, les yeux tournés vers l'autel. « alors, c'est ici que je dois rester. » L'église éclata en applaudissements. Et à cet instant, l'homme qui avait cessé d'être prêtre par amour de la justice devint le véritable symbole de la foi. Commentez, Dieu est plus grand que tout, pour me montrer que vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette histoire et recevoir un joli cœur dans votre commentaire. Et tout comme l'histoire du père Maurice et de la petite Camille,
j'ai une autre histoire émouvante à partager avec vous. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran et embarquez avec moi dans une nouvelle histoire bouleversante. Un grand bisou et à très bientôt pour notre prochaine histoire.